Moins de 10% des 100 milliards de tonnes de matières premières qui entrent sur le marché chaque année sont recyclées. Bonjour, nous sommes ici à Change Now, l'événement mondial dédié aux solutions pour la planète. Je suis en compagnie de 3 leaders qui font du développement durable une réalité dans votre entreprise. Réparer, réutiliser, recycler, ce ne sont pas des slogans pour vous, c'est du concret et c'est dans un contexte business. Que vous ayez bâti votre projet de départ sur ce nouveau modèle ou que vous deviez vous y adapter pour répondre aux enjeux bien sûr de la transition écologique mais aussi à la demande de plus en plus pressante des consommateurs. Tous, vous avez en commun ce but, construire un monde plus viable et plus durable en imaginant une nouvelle économie qui serait circulaire. Alors je suis ravi d'accueillir Camille Richard, bonjour. Bonjour Valère. Tu es directrice du développement durable de Back Market. Jean-Philippe Bahuot, bonjour. Tu es directeur de la stratégie et du plan environnement du groupe Renault. Et Bertrand Zwiderski, bonjour Bertrand. Bonjour Valère. Directeur développement RSE du groupe Carrefour. C'est ça. Alors Camille, lorsque Back Market a été créé, il ne s'agissait pas de penser un peu économie circulaire, mais d'en faire un socle, un véritable fondement, non pas pour se transformer, mais pour tout penser à travers l'économie circulaire. Oui, bien sûr. En fait, l'idée de base de Back Market, c'est un double constat. C'est d'un côté l'impact de la tech. Aujourd'hui, la technologie, le digital, c'est 4% des émissions globales de carbone. Et plus de la moitié, voire les 3/4, sont dues à la production des appareils. Donc il y avait ce constat assez dramatique, finalement, sans parler de l'impact sur les matières premières. Et puis, d'un côté, une solution qui existe depuis toujours, la réparation, l'économie circulaire, réutiliser ces objets. Donc l'idée, c'était de se faire rencontrer en fait, la solution avec les consommateurs, donc de proposer un modèle complètement circulaire aux consommateurs d'appareils électroniques en leur permettant d'acheter du reconditionné, mais aussi de vendre leurs anciens appareils pour leur donner une deuxième vie. Donner une deuxième vie à un objet, c'est un bon moyen de s'inscrire à la fois dans les accords de Paris, mais aussi de prendre en compte l'entièreté des critères ESG, donc pour rappel, environnement, social, gouvernance. Alors c'est un bon moyen en effet. Enfin, nous, on n'a pas pensé en termes de critères ESG, on a d'abord essayé de répondre à une urgence qui était celle de la lutte contre les changements climatiques notamment. Mais c'est vrai que ça nous permet aussi de proposer une solution qui permet de lutter efficacement. Aujourd'hui, si on prend l'exemple du smartphone, acheter un smartphone reconditionné plutôt qu'un neuf, c'est éviter presque 80 kg de CO2. Donc si vous multipliez ça par le nombre de téléphones et de smartphones qui sont vendus chaque année dans le monde, c'est 1,5 milliard. Vous imaginez l'impact qu'on peut avoir dans cette lutte contre le changement climatique. Donc c'est des choses qui sont concrètes. Après, ça se transmet aussi au niveau des critères ESG et en ligne avec les accords de Paris. Mais à la base, c'était vraiment donner une solution, montrer que chaque consommateur peut avoir sa petite pierre à l'édifice sans pour autant vivre dans une grotte. Bertrand, je le disais, donc, toi tu représentes Carrefour. Carrefour, l'économie circulaire, ce n'est pas le point de départ quand même, c'est plutôt de distribuer des biens de consommation, j'allais dire, à grande échelle. Non mais tu as raison. En fait, on a créé un monde. Le monde qu'on a créé, que l'on voit dans nos magasins, c'est un monde d'économie linéaire. Tu achètes ton shampoing dans cette économie linéaire. Et ce monde-là, on l'a monté en combien? 60 ans. Et tu as 60 ans où des ingénieurs, etc., ont optimisé le système. Le système, il s'est optimisé. Et il s'est optimisé tellement que c'est vrai que revenir en arrière, se dire qu'il y a une économie circulaire pour tous les produits, il s'avère que c'est complexe. Et je voudrais rebondir sur la question que tu as posée, c'est est-ce qu'aujourd'hui, recréer un monde circulaire, ça nécessite un investissement? Oui. Est-ce que recréer un monde circulaire, ça va générer du CO2? Oui. Parce que quand on va devoir recréer les infrastructures qui n'existent plus, et quand on va s'opposer à un système qui s'est optimisé, oui, on va devoir dépenser peut-être du CO2, on va devoir inventer quelque chose de tout nouveau, et c'est vraiment ça que l'on veut initier, et initier avec nos consommateurs. J'ai pris quelques chiffres d'une étude, là, un rapport 2020 de Capgemini Sustainability in Consumer Product and Retail, qui a révélé que seulement 18% des cadres du secteur des produits de grande consommation et de la distribution déclarent avoir investi dans des initiatives d'économie circulaire. Tout reste à faire, en tout cas beaucoup, mais c'est une opportunité quand même. Alors 18%, je ne connais pas ce chiffre. Moi, je peux juste te dire que j'aimerais bien que ce soit 18%. Donc, je n'ai pas aujourd'hui un ensemble d'acteurs mobilisés sur l'économie circulaire. Je donne juste un exemple que tu connais. C'est l'exemple des produits Loop. On a lancé déjà il y a 2 ans des produits de ce type, qui sont des produits en métal. Tu vois, tu as un emballage qui est métallique. Là, on l'a fait avec Nestlé. Donc là, Nestlé fait partie des 18%.
Et eux croient, comme nous, en une économie qu'on appelle totalement circulaire avec un système de consigne. Donc tu vois là, le consommateur va acheter son Nesquik, il va le consommer à la maison. Cette boîte, il va la ramener chez nous. Donc tu vois là, il y a déjà un effort client, c'est-à-dire que le client, tu vois, il ressort de la maison. Il va le stocker d'ailleurs à un moment donné. Non seulement il va le stocker, et en plus il va le ramener en faisant ses courses. Hein, et donc après nous, il y a le lavage. Donc le lavage, tu te dis qu'il faut de nouvelles unités de lavage qui n'existent pas, re-rempli par Nesquik, et revient à la circulation. Et on a un système totalement circulaire. Et pour le moteur de tout ça, c'est un système de consigne. Une vieille bonne consigne comme on connaissait à l'époque, qui revient sur des produits de grande consommation. Donc eux, Nestlé, mais aussi d'autres, hein, Procter, Nutella, etc., font partie de ceux qui veulent construire ce monde-là. Maintenant, ce qu'il nous faut, à ton avis, c'est... Ah bah c'est d'écrire tout le reste. Non, il nous faut des clients. Il nous faut des clients. Il nous faut un client. On va se faire des quiz alors pendant cette discussion. Moi je suis d'accord, non, ça me va bien. Il nous faut des clients parce que dans cette moteur de l'économie circulaire dans mon secteur, il y a le client qui est au centre. Il y a ce moment en fait de vérité où tu es derrière ton caddie. On dit toujours qu'un client, quand il est sur le parking, il a envie de sauver la planète. Quand il est derrière son caddie, ça commence à être différent. Et puis tu as un moment, tu as le dixième de seconde où il va choisir le produit. Et ce dixième de seconde, il faut être là pour lui proposer une solution d'économie circulaire. Et comme ça, tu peux, et je pourrais te donner d'autres exemples, dans un parcours de magasin, tu dois réussir à intégrer l'économie circulaire. Exactement le travail qu'on a fait avec Back Market, hein, dans lesquels, en sortie de caisse, le client peut voir une machine qui va lui proposer de déposer son téléphone et qui va lui proposer toute une prestation de rachat de son téléphone qui va le mettre en économie circulaire. C'est l'intégration de l'économie circulaire dans l'expérience client qui est la clé. J'aimerais qu'on parle sobriété vite fait, mais après, je vais me tourner vers Jean-Philippe. Donc Jean-Philippe Bayot pour le groupe Renault. Alors, je vais finir avec ces chiffres et rapports parce que c'est quand même intéressant de voir si tu le confirmes, en tout cas avec ton prisme. Dans le rapport The Automotive Industry in the Era of Sustainability de Capgemini, encore une fois, 52% des entreprises automobiles ont déclaré que l'initiative de durabilité la plus couramment déployée dans le secteur consiste à encourager et à promouvoir une économie circulaire. Est-ce que tu confirmes ça? Alors, je confirme que l'économie circulaire contribue à résoudre un certain nombre de problèmes. Comme Bertrand, le chiffre de 18% pour Bertrand et Nicole, enfin, bon, ça montre une dynamique. Moi, j'aimerais que ce soit 100%. J'aimerais que ce soit 100% parce qu'il y a des vertus absolument indiscutables à la mise en place de solutions d'économie circulaire pour tout un tas de raisons. Des raisons économiques, des raisons d'efficacité de la supply chain, parce que quand on crée des boucles courtes sur des produits, eh bien, tout simplement, on garantit que ce produit va revenir alors qu'il pourrait être sujet à des problèmes mondiaux de différentes plaques géographiques, etc., dans d'autres situations. Et puis, dans un troisième temps, l'économie circulaire, c'est aussi une source fondamentale d'innovation pour les entreprises. Donc l'économie circulaire, elle est au centre du dispositif, c'est sûr. Ça, le groupe Renault l'a compris, on essaie de le développer le plus possible. Après, l'économie circulaire ne fait pas tout, d'accord ? L'économie circulaire, ça joue surtout sur la limitation de nos consommations de ressources naturelles, faire en sorte que du plastique qui était dans une voiture revient dans une voiture par le biais du recyclage ou de la transformation. Mais il y a aussi les limites de CO2 que l'on s'impose sur nos véhicules qui roulent, la décarbonation de nos sites de production qui contribuent autant aux objectifs environnementaux que l'économie circulaire. Mais ce sont deux choses bien distinctes. À mon avis, il faut bien les distinguer de manière à focaliser les efforts là où c'est nécessaire. Est-ce que vous pensez, tous les trois, que cette, disons, mécanique de circularité dans l'économie peut aussi être un moteur à la sobriété? C'est-à-dire, finalement, dans vos business respectifs, est-ce que ça va de pair ou pas, Camille? Alors, je pense qu'on se rejoint sur pas mal de sujets là-dessus, puisqu'on est tous d'accord que l'important, c'est l'allongement de la durée de vie des produits, et finalement qui est très lié à la démarche de sobriété. C'est-à-dire, en fait, on achète un appareil ou une voiture, par exemple, combien de temps on va la garder? En fait, est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter, de surconsommer, etc. Donc en fait, notre rôle, nous, chez Back Market, c'est de donner ces informations, d'expliquer en fait que acheter reconditionné, c'est bien, garder son appareil reconditionné ou même neuf très longtemps, c'est encore mieux. Donc cette démarche de sobriété, elle ne doit pas se faire dans la culpabilisation du consommateur, elle doit se faire dans l'information, la responsabilisation, l'explication, en fait. Mais en effet, on a un rôle
d'information et d'explication autour de ça pour créer un mouvement et un engagement autour de cette sobriété. Bertrand, voilà, je pensais à cette histoire de sobriété en regardant cette boîte Nesquik. Je voyais ce consommateur sur le parking qui avait envie de sauver la planète, puis une fois qu'il passait, qu'il arrivait dans les rayons, c'était un principe de réalité. Mais est-ce qu'il y a un parallèle run finalement à faire entre circularité et sobriété selon toi? Oui, en tout cas, il y a une dynamique complète. Donc le consommateur, lui, il n'est pas tiens, un jour je vais faire sans plastique, un jour je vais être sobre, etc. C'est une dynamique complète, c'est un état d'esprit. Donc nous, à nous de bien le comprendre. Je vais donner deux exemples un peu de comment un distributeur peut accompagner cette sobriété. D'abord, tu as le vrac. Je ne sais pas si tu es un consommateur de vrac, toi, mais le vrac, tu vois bien que tu peux avoir une expérience zéro déchet complète. Et un vrac nouvelle génération dans lequel tu viens avec ton contenant. Et quand tu viens avec ton contenant, tu connais vraiment ce dont tu as besoin. Tu connais exactement la quantité dont tu as besoin. Donc cette sobriété, c'est aussi la juste quantité. Et la juste quantité, le vrac, c'est une solution et zéro déchet et c'est une solution de sobriété. La deuxième chose, c'est que quand tu achètes des produits de grande consommation, on t'impose un volume. Imagine un monde dans lequel tu vas revenir avec ton contenant et tu vas revenir en magasin et on te servira dans ton contenant. Et donc ça va changer toutes les mentalités. Et ça va amener la sobriété. Ça va amener une valorisation en fait, du contenu. Ça va amener un rapport totalement différent entre le consommateur, l'effort qu'il a à mener et sa consommation. Jean-Philippe, pour Renault, alors on parlera tout à l'heure des innovations justement, et tu le disais, c'est vrai que c'est très lié en fait, parce qu'il faut changer de méthode, il faut changer de vision et de manière de voir les choses. Mais pour toi, circularité égale sobriété, ou en tout cas in fine? Oui, mais pas que. Oui, parce que on voit dans le marché, je pense que je rejoins tout à fait Bertrand là-dessus, on voit dans le marché une transformation s'opérer, particulièrement sur les industries de type automobile, où le consommateur évolue dans sa démarche de consommation. Le meilleur exemple que je peux citer, c'est ce qu'on fait aujourd'hui à Flins. Alors à Flins, on fait la Refactory, c'est un projet de création du site d'économie circulaire de la mobilité. On essaie de faire le plus gros européen, puisque le site s'y prête. Et puis on s'aperçoit que le reconditionnement des véhicules d'occasion, qui consiste à prendre, alors je ne peux pas ramener une voiture, j'aurais bien aimé ramener une voiture comme une boîte de Nesquik, mais c'est un peu plus gros, mais prendre une voiture, la reconditionner de manière à ce qu'elle puisse encore rouler plusieurs années et satisfaire le consommateur, mais finalement c'est une démarche qui plaît. On a des ambitions de reconditionner à peu près 45 000 voitures par an sur le site de Flins. Il y a d'autres sites comme ça qui vont se développer. Mais la consommation a changé dans le milieu automobile. Alors certains vont dire que c'est normal puisque on se dirige vers l'électrique, que l'électrique sera de plus en plus cher, etc., etc. Mais on s'aperçoit surtout que le consommateur, dans sa démarche de responsabilité, a évolué. Et donc le changement, on le vit aujourd'hui. Quand je t'entends parler, j'ai vraiment l'impression que, à la fois, vous avez parfaitement saisi l'opportunité, l'enjeu, et que vous êtes en marche. Mais comment est-ce qu'on transforme, parce qu'on parle bien de transformation, on le disait aussi tout à l'heure, un groupe mondial comme Carrefour pour changer de méthode, de vision, de paradigme et à terme de modèle? Alors, il n'y a pas de méthodologie parfaite, mais nous, en tout cas, ce que nous, on utilise, c'est que d'abord, il faut un engagement au plus haut niveau de l'entreprise, donc PDG, Alexandre Bompard, qui a pris l'engagement d'être 100% emballage recyclable, réutilisable en 2025. Et ça aligne quand même tout le monde dans l'entreprise. Après, il ne faut pas rêver, ça ne va pas suffire. C'est-à-dire qu'on a des indicateurs qui nous montrent le pourcentage de matières entièrement recyclables et recyclées. On est à près de 50% sur nos produits. Et puis on mesure un peu tout, on mesure les résultats économiques. Et puis après, c'est un critère de rémunération, quand même pour l'ensemble des équipes marchandises dans les pays, partout. Donc ça aide quand même pas mal. Et puis après, on a quand même un outil, nous, qui est extraordinaire, ce sont les consommateurs. Donc nous, on est en prise directe avec les consommateurs. Donc par exemple, moi j'ai un club de consommateurs que j'anime tous les jours, sur lesquels je pose toutes les questions possibles. Et puis ces consommateurs, ils nous remontent toutes les bonnes idées, tout ce qu'on peut imaginer, etc. Et eux, ils sont une force. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as le consommateur avec toi, et bien là, en fait, chez nous, c'est gagné. En fait, il va y avoir une adhésion entre le commerçant qui se dit « moi j'ai un client », le commerçant a un client sur un projet d'économie circulaire. Je vais donner un contre-exemple. J'ai un contre-exemple qui va te montrer cette bouteille. Cette bouteille, d'abord, elle est 100% faite à partir de matières recyclées. Donc c'est la première bouteille du marché à être comme celle-là. C'est ce qui fait qu'elle a cette couleur grise. Mon problème avec celle-là, c'est que cette couleur grise, le consommateur ne la reconnaît pas. Le
pas gris, c'est ça? En fait, dans l'image d'Épinal, dans l'inconscient, notre bouteille est blanche. Et tu mets cette bouteille au milieu d'une table de petit déjeuner, et le consommateur ne va pas la reconnaître. Et ce que j'ai comme problème aujourd'hui, c'est qu'elle est vertueuse, c'est ma 100% recyclée, et gris, j'arrive pas à la vendre. Et donc je dois diminuer la teinte pour revenir à une teinte blanche. Donc tu vois, ce contre-exemple-là, que j'estime pas être un flop, c'est un apprentissage, c'est un test, un apprentissage, te montre qu'il va falloir changer les codes de la consommation. Si tu n'as pas le consommateur avec toi, ça va être compliqué. Donc en fait, notre métier, c'est le tester, le mettre sur le marché, voir si ça fonctionne, retester après, etc. Je vous donne un dernier exemple. On avait enlevé le carton du dentifrice il y a déjà 5-6 ans. Bon, flop, 20% de chiffres en moins, etc. On le fait maintenant et on est en train de le tester dans 10 magasins et nos ventes montent. Voilà, il faut être là au bon moment. Dans chaque pays, il faut savoir quel est le bon moment pour réussir cette transformation. Est-ce qu'il y a un vrai push des consommateurs? Est-ce qu'ils poussent vraiment l'entreprise aussi à changer est-ce que c'est bottom-up finalement, comme on le dit parfois sur ces sujets, une espèce de révolution citoyenne où il y a aussi de l'anticipation. On dit parfois par exemple que le marché français est un peu précurseur à l'échelle internationale et donne un peu le tempo de ce qui va se passer. Alors, est-ce que le marché français est précurseur? Pas sur tous les sujets. Pas sur tous les sujets. Tu as d'autres sujets en matière de RSE sur lesquels il n'est pas précurseur. Par contre, sur l'emballage et le zéro plastique, il est précurseur. Mais c'est quand même une mobilisation mondiale, d'ailleurs, que l'on n'a jamais connue dans notre secteur. Donc c'est impressionnant. Et je dirais que, en fait, tu dois danser un peu un tango avec ton client. Donc il faut que tu aies un patron convaincu qu'on doit construire, pas le lendemain, mais le surlendemain. Parce que tu sais, toutes les études te montrent ce que tout le monde sait. Nous, notre travail, c'est d'essayer de voir ce que le client va vouloir demain et de faire ce pari. Et de faire ce pari, c'est de se poser la question de est-ce qu'il va vouloir en vrac? Est-ce que, par exemple, tu vois, un rayon fruits et légumes, on te donne toujours un sachet, même sur les marchés, etc. Nous, non. Nous, on veut que le client revienne avec un sac en coton bio, qui revienne en magasin. Je te le montrerai. Voilà. Il y a même une équerre, je ne sais pas quand tu vas la sortir l'équerre. Je vais te sortir. Nous, ce qu'on veut, c'est un client. Imagine-toi un monde dans lequel tous nos clients, reviendraient avec un sac comme ça, chercher ses fruits et légumes, reviendraient à la pesée avec une tare déjà faite, et on aurait pu, ces sacs, on aurait pu cette utilisation. Ça, c'est possible. Mais il faut le rêver, il faut le voir, il faut l'imaginer, et il faut y aller, il faut le faire. Le plus dur dans notre métier, c'est de le faire, de le tester face au client. Jean-Philippe, pour Renault, alors l'économie circulaire, sans aucun doute, j'enfonce une porte ouverte, mais sans doute, disons, transforme votre industrie automobile. Comment est-ce que vous vous transformez? Quels nouveaux métiers sont créés et comment vous accompagnez vos collaborateurs pour justement aller vers ces nouveaux métiers? Puisqu'il doit y avoir un enjeu majeur là-dessus. Ouais. Alors c'est une excellente question parce que la transformation de l'industrie et mécaniquement la transformation du groupe Renault implique une transformation des compétences, un accompagnement des compétences que l'entreprise se doit de fournir à ses employés. Et pour cela, on développe plusieurs moyens finalement et on se rend compte avec l'expérience qu'on a sur le sujet depuis maintenant plusieurs mois que c'est pas si compliqué que ça une fois que, comme le disait Bertrand, il y a un alignement parfait entre le top management et puis les opérations. À titre d'exemple, on lance ce qu'on appelle la Renault University, donc c'est un projet qui vise à accompagner la transformation des compétences de nos employés vers des activités de type économie circulaire, allonger la durée de vie des produits, comment gérer l'électrique, la transition des moteurs à combustion vers les moteurs électriques, etc., etc. On vise de transformer et d'accompagner à peu près 15 000 employés sur les prochaines années. À Flins, nous lançons un campus du savoir dédié à l'économie circulaire de manière justement à accompagner non seulement nos collaborateurs, mais également toutes les entreprises de l'écosystème qui souhaitent comprendre comment faire des boucles courtes. On en a fait quelques-unes, on sait un petit peu comment les faire. On propose de partager cette expérience avec d'autres entreprises. Comment décarboner un groupe de 180 000 personnes qui a une activité équivalente à 50 milliards de chiffre d'affaires. On a commencé, on est très actif dans ce domaine-là, dans ce qu'on appelle le cradle to grave, donc du berceau jusqu'à la tombe. On propose d'accompagner aussi des collaborateurs d'autres entreprises dans ce domaine-là. Donc c'est, je pense, une question de partager les éléments d'innovation dans les business models, dans les business plans, dans les études de marché, dans les opérations,
avec notre écosystème de partenaires, parce que dans l'économie circulaire, on a besoin de compétences dans le groupe, mais également à l'extérieur du groupe. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on a besoin donc de partenaires, on a besoin de faire ça ensemble et donc de se former ensemble. Camille, pour Back Market, alors là vous êtes vraiment un fleuron de l'économie circulaire en France parce que c'est un peu la preuve par l'exemple qu'on peut tout fonder sur l'économie circulaire. Et évidemment ça donne des idées à des entrepreneurs de lancer une entreprise qui entre complètement dans cet écosystème de la circularité. Si tu avais un ou deux tips, en tout cas un ou deux points de vigilance à donner à tous ces gens qui sortent d'écoles de commerce, qui sont brillants et qui disent « je vais faire un business dans l'économie circulaire, c'est l'avenir ». Alors, je pense qu'il y a deux enseignements principaux. Le premier, on y revient après à ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on fait partie d'un écosystème, il y a des partenaires. Ces partenaires, il faut les respecter, il faut leur amener de la valeur ajoutée aussi. Nous, on travaille beaucoup avec les vendeurs sur la plateforme pour les accompagner sur leur performance durable, sur les informations pour qu'ils soient vraiment au plus près du consommateur, de la qualité, etc. Donc, avoir bien conscience qu'on fait partie d'un écosystème, qu'on ne va pas gagner tout seul, qu'on ne va pas écraser tout le monde pour passer devant et montrer qu'on est les plus forts. Vraiment, y a une circularité, elle existe aussi en fait entre les acteurs de l'écosystème. Et puis le deuxième, je dirais que c'est à la fois se préoccuper de son propre impact, parce que c'est pas parce qu'on fait de l'économie circulaire et qu'on a un bon bilan sur la planète. Back Market, on a permis d'économiser plus d'1,5 million de tonnes de CO2 depuis notre création. On en est très fiers. Mais à côté de ça, on sait qu'en tant qu'entreprise, on a notre impact. C'est-à-dire que n'importe quelle entreprise a son impact sur l'environnement. Et cet impact, il faut qu'on l'assume, il faut qu'on le mesure et il faut qu'on le contrôle, puis le réduire. Donc en fait, on est dans cette mesure-là, on a mis en... Ça nous oblige en fait. Ah, ça nous oblige. On a un devoir d'exemplarité. Aujourd'hui, on ne peut pas aller dire il faut arrêter de consommer comme on l'a toujours fait, il faut arrêter de produire comme on l'a toujours fait. Et nous, en fait, ne pas se sentir concernés par ce message de responsabilisation. Oui, on a tout intérêt à mesurer cet impact aujourd'hui, parce qu'en fait, il faut qu'on montre à nos clients qu'ils peuvent avoir confiance en nous, qu'on se préoccupe de cet impact-là, et qu'aujourd'hui, on est inscrit, nous, dans une trajectoire 1,5 degré, qui est recommandée par le GIEC, mais ça ne veut pas dire juste faire une annonce, ça veut dire déployer une feuille de route, ça veut dire regarder l'empreinte de notre site internet, par exemple, mais aussi accompagner nos partenaires, comme je le disais tout à l'heure, sur le recyclage, sur la réparation, etc. Donc c'est vraiment, je pense qu'il ne faut pas s'asseoir, enfin on va dire se reposer sur nos lauriers de boîtes circulaires. Il faut aussi être transparent, reconnaître notre impact et le réduire. Jean-Philippe, vous avez créé chez Renault il y a 1 an une nouvelle usine qui est donc dédiée à l'économie circulaire. Tu en parlais tout à l'heure, l'usine de Flins. Elle a l'ambition de devenir la plus grande d'Europe, mais peut-être en quelques mots, parce que tu l'as dit fortuitement, vite fait tout à l'heure, mais en réalité, vous êtes quand même en train de créer une ligne de production de véhicules reconditionnés, c'est ça? Alors, le site de Flins, pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, je vais le décrire en quelques mots et ensuite je vais t'expliquer ce qu'on y fait plus concrètement, d'accord? Flins, c'est un site iconique déjà pour Renault depuis longtemps. Ça fait à peu près 70 ans que le site assemble des véhicules qui sont des véhicules iconiques pour Renault, tels que la Renault 4, la Dauphine. Aujourd'hui, on y fabrique encore la Zoé et la Nissan Micra. Donc un site d'assemblage qui est vraiment iconique dans l'environnement, dans l'écosystème du groupe Renault. Ensuite, c'est un grand site, c'est 2,5 km², ça fait un énorme site de fabrication, d'accord ? Et dans le cadre de la Renaulution, notre plan stratégique, on a décidé de lui redonner un second souffle et de lui donner une seconde vie iconique dans les métiers de demain, en donnant l'ambition d'en faire le premier site européen dédié à l'économie circulaire de la mobilité. Alors qu'est-ce qu'on y trouve là-bas ? On y trouve 4 activités principales qui touchent le métier de la mobilité et des voitures. Le premier s'appelle Retrofit. On y a créé une ligne de reconditionnement de véhicules d'occasion. Pourquoi ? Parce qu'on a la faiblesse de penser que la décennie ou les décennies d'ingéniosité qui ont été mises dans le process d'assemblage de véhicules peut être mis au service de l'économie circulaire et donc du reconditionnement de véhicules d'occasion. Ce que disait Bertrand tout à l'heure, il y a des années d'ingéniosité qui ont été développées pour faire de nouveaux produits. Et bien ces années-là, on les met au service du reconditionnement de véhicules dont on va allonger la durée de vie. D'accord ? Donc il y a 45 000 voitures d'ici 2023 qui vont passer sur cette ligne-là. À l'instant où on se parle, on a à peu près 10 000 voitures qui sont déjà passées, qui ont déjà été reconditionnées. On reconditionne toutes les marques. D'accord ?
Et donc c'est de l'allongement de durée de vie. Ça c'est un projet. Ensuite on a d'autres projets. Alors un autre projet s'appelle Re-Energy, qui consiste à donner une seconde vie aux batteries lithium-ion des véhicules électriques. Par exemple, on a une solution qui s'appelle Batteries, qui consiste à faire des générateurs portables avec des batteries électriques, donc donner une seconde vie à la batterie électrique. On a également des projets de stockage d'énergie. À Flins, aujourd'hui, on a 15 MWh qui sont dans des racks, dans des containers avec de Mobilize qui nous permettent d'alimenter le site en énergie décarbonée. Le troisième projet, c'est un projet de recyclage, où là, on s'appuie sur Gaia, qui est une entreprise 100% Renault, qui a déjà mis en place des boucles courtes sur le cuivre, sur le polypropylène, sur les métaux rares que l'on trouve dans les pots catalytiques. Et donc, ça nous permet de réalimenter la production de voitures neuves avec ce type de produit. Voilà. Et enfin, campus et les activités d'innovation et d'apprentissage liées à l'économie circulaire. Donc tout ça, ça se passe à Flins. C'est le projet Refactory et il y en a d'autres usines comme ça qui sont en train de se développer, une à Séville et il y en aura encore d'autres par la suite. Bertrand, chez Carrefour, tu donnais des exemples tout à l'heure, vous êtes un peu sur tous les fronts, réparabilité, le retour à la consigne, l'occasion. Peut-être juste 2-3 exemples rapidement comme ça pour qu'on se fasse un peu une idée de ce qui est en train de se préparer. Le consommateur ne le voit pas encore forcément parce qu'il y a des enjeux, j'imagine, ensuite de duplication et d'échelle, mais malgré tout, ça y est, le changement est en cours. Non, je pense que ce qui est en cours, c'est la seconde main. Hein, quand je donne l'exemple de l'emballage consigné, il faut voir que c'est la seconde main de l'emballage. Quand on voit le succès de la seconde main aujourd'hui, on se dit que le client est prêt. En fait, c'est ce pari qu'il faut réussir à faire. Et donc, d'ailleurs, la table ronde, elle est quand même bien réalisée parce qu'on est avec des acteurs qui font. Donc, moi, je me souviens de périodes où on était autour de la table des acteurs qui disaient qu'il fallait faire. Et donc là, on est avec des acteurs qui font et qui le font. Et pourquoi on le fait? Parce qu'on est persuadé qu'il y a un business model. Je dirais que toute activité qui va permettre un business model, ça peut être tout simple. Ça peut être, par exemple, tu vois, on se disait les véhicules. Tu vois, quand on voit la distribution, on voit les camions. Donc, nous, on se disait comment économie circulaire, camion, comment on va faire? On a pris nos déchets de magasin, tu vois, les restes de poissons, de viande, etc. Ces déchets de magasin, on les biométhanise. Le biométhane, on l'utilise pour le mettre dans les camions. Et les camions circulent avec ce biométhane et reviennent au magasin. Économie circulaire ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, valorisation. Créativité. Je veux dire, il y a besoin de créativité, trouver de nouveaux business models. Les startups le font très très bien. Le business model existe. Moi aujourd'hui, mon rêve, c'est qu'avec la réutilisation, le réemploi, quand je vais revendre un emballage à un fournisseur, il sera moins cher. Et ça, je pense que c'est la clé devant nous. Et donc les projets comme ça, on en a quand même encore un paquet. Ouais. Et par contre, si t'aimerais que je t'en donne de ceux qui vont sortir dans 2-3 ans, j'adorerais. Mais par contre, je vais te dire, imagine-toi, il y a 3-4 ans, quand tu te dis, bon ok, je pense que le client va plus vouloir de plastique. D'accord? Je pense que dans ta consommation, tu as dû bannir un peu le plastique. Pas du tout? Je réponds plus au quiz. Non, je ne fais plus avoir, c'est fini. Donc, je pense que tu as dû réduire le plastique dans ta consommation. Et par exemple, nous, il y a 3-4 ans, on s'est dit, tiens, on va prendre rayon par rayon, à quel endroit on peut supprimer le plastique. Et là, par exemple, l'équerre. Je me demandais quand est-ce qu'elle allait sortir, cette équerre. Tous les produits scolaires, ouais. Vous pourrez aller voir dans les magasins, tous les produits scolaires maintenant sont en emballage carton. C'est quand même, ça veut dire que ça, on le fait chez Carrefour en premier et on ne le dit pas trop avant. Après, on a tous les autres fournisseurs qui se disent, tiens, ils ont mis en carton et après le rayon change complètement. On a la même chose sur les piles, on a la même chose sur les ampoules, on a la même chose et c'est compliqué parce qu'une gomme, il faut trouver le papier, le carton. Imagine-toi les piles. Bonjour, j'ai une bonne idée, on va supprimer l'emballage en plastique des piles. Tu t'imagines un peu que le gars qui est en face de toi qui se dit « Waouh, comment je vais faire ?» Donc au lieu d'avoir une coque en plastique que tu mets sur les piles un peu traditionnelles, tu vas devoir créer une boîte, vous la voyez, dans le magasin allié, dans lesquels tu vas ranger les piles. Tout change, tout change. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on ait cette vision à 3-4 ans, qu'on ait des convictions, que l'on pousse, et surtout, et c'est pour ça que je dis que l'exemple est bien, il faut faire. Moi, il faut qu'on a besoin de faire. L'économie circulaire, c'est demain, c'est pas demain. C'est maintenant et c'est avec un business model. Pour le coup, Camille, et ça va être une super conclusion, vous avez déjà fait et prouvé quand même qu'on pouvait
être une grande réussite d'entreprise en fondant son business sur l'économie circulaire? Parce que juste pour mettre quelques uppercuts et aussi nous rassurer, Back Market, ça pèse quoi? Alors, Back Market, ça pèse 1,5 million de tonnes de CO2 évitées depuis sa création. Ça pèse 650 employés dans 4 ou 5 pays, 4 pays. Ça pèse 1500 partenaires reconditionneurs. Et puis, allez, un dernier chiffre, c'est 6 millions de consommateurs Back Market depuis sa création. Donc ça veut dire qu'on a amorcé une révolution dans la consommation des produits électroniques. C'est lent, ça arrive petit à petit. Aujourd'hui, il y a à peine 20% des smartphones qui sont achetés, qui sont reconditionnés. Donc on est au début du mouvement. Mais pour vous donner une idée, au début, quand on a commencé, on avait 3% de nos clients qui venaient pour des raisons d'impact. Le reste venait parce que c'était moins cher, justement. Aujourd'hui, on a 25% de ces clients qui viennent parce qu'ils ont envie de faire une démarche pour la planète, de changer leurs habitudes de consommation. Donc on peut parler en effet levée de fonds, licorne et ce que vous voulez, mais en fait, nous, on est vraiment très très engagés dans cette révolution de l'économie circulaire et comment on rend cette industrie de la tech qui était basée sur l'obsolescence programmée, l'obsolescence culturelle, etc., plus circulaire et qu'on change les habitudes de consommation par l'information, par la responsabilisation et en créant un sentiment de fierté finalement. Une fierté de faire les choses un petit peu différemment et de mettre, comme je disais tout à l'heure, notre pierre à l'édifice de cette lutte contre le changement climatique. Bon, merci à vous trois, merci beaucoup. C'était top d'échanger comme ça. Alors je ne sais pas si on peut dire que l'économie circulaire va sauver la planète, mais en tout cas, elle met les entreprises en marche, elle accélère la transition. Je crois qu'on a pu le voir là, à différents niveaux, sur différents business. Et c'était l'objectif de cette discussion. Donc merci à vous tous. Merci beaucoup. Voilà.